Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Comment la langue française s'est-elle formée? De quelle façon a-t-elle évolué au fil des siècles? Pourquoi mettons un S à la fin des mots pluriels et un H au début du mot 8 par exemple? Voilà quelques questions auxquelles répondra Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Ces questions, on peut dire qu'elles font partie de celles auxquelles répond allègrement mon invité d'aujourd'hui, Bernard Frippiat, dans un livre passionnant. Au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe. Se les ai posées ces questions et vous verrez que les réponses qu'il apporte ne manquent pas de sel. Elles sont aussi de celles qui se posent parmi nos auditeurs. Et en l'occurrence, 4 de nos auditeurs, Lauriane, Yvon, Gaël et Marie, nous posent cette question qui tombe bien puisque je vous rappelle que nous célébrons aujourd'hui la journée de la langue française dans les médias. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Hubert et Mélissa sur l'origine du solfège. Entre le solfège d'un côté, l'orthographe de l'autre, nous revenons aujourd'hui sur la naissance des règles et des cadres. Pour nous mettre en jambes, je vous propose de découvrir un illustre inconnu de l'histoire. Il s'appelait Valentin Conrart et si nous connaissons encore son nom, c'est parce qu'il a été, sans vraiment le vouloir, à l'origine de l'Académie française. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un club du lundi, un petit cénacle, quelque chose de très discret, de très modeste au départ. Un cénacle qui se réunit au début de chaque semaine derrière les portes cossues, bien charpentées, bien cloutées du domicile parisien d'un certain monsieur Conrart. Il faut vous dire qu'à cette époque, Paris est encore bien un peu campagnarde. On est au 135 de la rue Saint-Martin. L'ancienne rue Saint-Martin, dans le cœur de Paris, s'embranchait sur la rue de la Verrerie. On est vraiment pas très loin de l'actuel quartier du Marais, entre le Marais et l'actuel quartier de l'Hôtel de Ville, si vous voulez. Voilà ce que le premier historien de l'Académie, Paul Pélisson, nous dit. Ces hommes sans bruit, sans pompe, sans autre loi que celle de l'amitié, goûtaient ensemble ce que la société des esprits et la vie raisonnable ont de plus doux et de plus charmant. On a sans doute eu tendance à idéaliser un peu le caractère élégiaque des réunions du lundi chez monsieur Conrart, mais il est vrai que ça devait être très agréable. On se réunit sans autre but que de viser agréablement. On est entre soi et l'on fait surtout prospérer ce qui à l'époque est une toute nouvelle création, la langue française. Voilà ce que nous dit l'abbé d'Olivet, grand spécialiste, grand connaisseur de la langue. Il gouvernait, il nous parle de Conrart, il gouvernait son bien sans être ni avare ni prodigue, et il savait tirer d'une médiocre fortune plus d'agrément pour lui et ses amis que la fortune la plus opulente n'en produit aux autres. Il était touché des malheurs d'autrui, il avait le cœur très sensible à l'amitié. Peu de personnes ont comme lui l'amitié, la confiance et le secret de ce qu'il y avait de plus grand dans tous les états du royaume, en hommes et en femmes. C'est d'autant plus étonnant, la fortune de ce monsieur Conrart, qu'on ne peut pas dire qu'il ait été issu de la haute société. Les Conrart, au départ, étaient des marchands du Hainaut. Vous savez, on est dans ce qui, à la fin du XVIe siècle, fait encore partie des Pays-Bas espagnols. On est dans la région de Valenciennes. La famille Conrart a donné un certain nombre d'échevins à la ville de Valenciennes depuis le début du XVIe siècle. Et il faut bien noter que c'est une famille calviniste. D'ailleurs, l'un des membres de la famille, Pierre Conrart, qui se trouve être le grand-père de Valentin, a été échevin de Valenciennes, donc conseiller municipal, maire si vous voulez, en 1560, et en 1568, il est décapité au moment où les troupes catholiques du duc d'Albe vont reprendre la ville. Donc une famille qui a été marquée par cette condamnation à mort et par cette exécution du grand-père. Suivant la tradition familiale, le père de Valentin, qui s'appelle Jacques, a parfaitement bien réussi dans les affaires. C'est un homme prospère, il est marchand de toile, comme beaucoup de gens du Hainaut à l'époque. Néanmoins,
il décide de quitter Valenciennes, où trop de mauvais souvenirs le rebutent, pour venir s'installer à Paris. Le but, c'est surtout d'échapper aux différentes vagues de répression que les catholiques font régner sur cette partie de la Flandre. Il veut être bien placé, Monsieur Conrart père. Il se dit que Paris est un carrefour commercial et il n'a pas tort, sans doute. Et il faut savoir que depuis l'édit de Nantes en 1598, il est plus facile aux protestants d'exercer leur religion en France. Ils font bien d'en profiter car vous savez que malheureusement ça ne durera pas. C'est à Paris que naît donc, en 1603, le petit Valentin, dans une famille donc très aisée. Son père est un notable, vous l'aurez compris. Il a plusieurs grandes maisons dans la capitale. Il achète notamment une seigneurie en Picardie, entre Valenciennes et Paris, si vous voulez. Bref, Valentin voit devant lui un véritable boulevard. Disons que dès la naissance, dès le berceau, son destin est tout tracé. Il mettra ses pas dans ceux de son père, qui lui-même avait mis les siens dans ceux de son propre père. C'était comme ça, ces lignées de grands commerçants et de négociants, vous savez. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est destiné à devenir commerçant que Valentin ne fait pas d'études particulières. Il ne fera pas ces fameuses humanités. Il n'apprend ni le latin ni le grec, ce qui, pour comprendre la langue française, est un handicap, puisque nous allons voir à quel point elle doit à ces deux langues, et notamment au latin. L'éducation est quand même très stricte. Il apprend à compter, à lire, à écrire, à bien écrire. Son père était un bourgeois austère, nous dit Talleyrand d'Héréau, vous savez, l'auteur des historiettes. Un bourgeois austère qui ne permettait pas à son fils de porter des jarretières ni des roses de souliers, et qui faisait couper les cheveux au-dessus de l'oreille. Vous voyez, ça ne rigole pas chez les Conrart. Sauf que Jacques Conrart vient à mourir en 1624 et que son fils, qui à l'époque a 21 ans, est un aîné de famille particulièrement fortuné. Il a 2 frères cadets. La fortune familiale est vraiment importante et ça va lui permettre d'accomplir son propre rêve qui est de faire des études. Et il va commencer des études littéraires grâce à son cousin, personnage absolument essentiel dans sa vie, le poète Antoine Godeau. Antoine Godeau, lui, est un de ces poètes qui, à l'époque, charment les beaux esprits. Et évidemment, il éblouit littéralement son cousin Conrart, qui va se mettre à apprendre les langues vivantes, l'espagnol, l'italien, et puis surtout, il a une passion pour sa langue, pour notre langue, pour le français. Le 19 mars 1627, il a 24 ans. Il s'achète, parce que vous savez qu'à l'époque, les offices royaux sont vénaux, c'est-à-dire qu'on peut les acheter. Il s'achète la charge de conseiller et secrétaire du roi. Le roi de l'époque, c'est Louis XIII, bien entendu. Secrétaire du roi, disons-le, c'est quand même un peu une sinécure. D'ailleurs, ça fait sourire tout le monde, parce qu'on se demande un peu à quoi ça correspond. Enfin, disons que les secrétaires du roi rédigent un certain nombre des actes qui sont expédiés dans les chancelleries royales, et ils ont le sein, c'est-à-dire que leur signature vaut authentification des actes qui émanent des instances royales. En parallèle, Valentin Conrart passe beaucoup de temps, parce que ses loisirs sont importants, beaucoup de temps à s'intéresser à la langue, toujours aux côtés de son cousin, Antoine Godeau. Il n'écrit rien, notez-le bien. Valentin Conrart n'écrit pas, mais il recopie les textes des autres, il en constitue de magnifiques florilèges, et l'amour qu'il éprouve pour la langue devient assez vite contagieux. Il y aura bientôt autour de lui toute une assemblée, tout un cénacle d'amoureux de notre belle langue. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Valentin Conrart. Valentin Conrart fréquente donc les lieux les plus élégants de la capitale, et notamment, on le voit régulièrement dans la chambre bleue de la marquise de Rambouillet, rue Saint-Thomas-du-Louvre. Vous savez, dans ce salon, enfin l'ancêtre des grands salons littéraires, où l'on pratique mieux qu'ailleurs l'art de la conversation. Voilà ce que nous dit Hélène Carrère d'Ancos dans son ouvrage sur l'histoire de l'Académie. La noblesse côtoie alors les érudits. On parle de Montaigne, mais aussi de l'Astrée, et le langage, c'est pur. On ne peut ignorer le rôle joué dans ce mouvement par des femmes de noble condition, parfaitement éduquées, objet de l'attention d'un François de Sales qui leur propose un modèle d'existence. Les femmes d'esprit accueillent dans leur salon la meilleure part de la société. Après la brutalité de l'ère précédente et une certaine pesanteur propre à la cour,
un ton nouveau se fait entendre, conversation raffinée, civilité, plus empreint de l'esprit du christianisme. Il y a chez Madame de Rambouillet un certain nombre de grands et beaux esprits, et celui qui, bien sûr, donne le là, si j'ose ainsi m'exprimer, c'est François de Malherbe. Il se trouve que Malherbe vient à mourir en 1628, et on peut dire que sa mort laisse un véritable vide. C'est à peu près à ce moment-là, il a donc 25 ans, que Conrart décide qu'il tiendra lui aussi salon. Et il va réunir donc le lundi, on ne disait pas après-midi, à l'époque on disait l'après-dîner, il va réunir un certain nombre de beaux esprits qui prennent l'habitude de se rendre au 135 de la rue Saint-Martin, donc dans le cœur de Paris. Évidemment, un certain nombre sont des transfuges de l'hôtel de Rambouillet. Il y a le poète Antoine Godeau, puisqu'il est le cousin de Valentin Conrart. On l'appelle le nain, parce qu'il est de petite taille. Il vit généralement à Dreux, mais il vient faire de longs séjours à Paris. Des poètes comme Jean Chapelain, bien entendu, tout à fait incontournable à l'époque, Claude Maleville, Jean Augier de Gombault, etc., Jacques de Cerizay, toutes sortes d'amoureux de la langue qui sont en train, tout simplement, de constituer ce qui va devenir notre français moderne, et puis des noms plus connus, comme, bien sûr, celui de Mademoiselle de Scudéry ou de Guy de Balzac, par exemple, écrivain peut-être un peu plus libertin. Bref, le cercle Conrart est né, on s'y presse, on y vient le lundi après-midi, et alors on s'est dit qu'il fallait rester parfaitement discret sur son existence. Ça, c'est un bon conseil qu'on peut donner à ceux qui veulent comme ça créer des petites amicales ou des cénacles, c'est de ne pas trop le dire autour de soi, parce qu'évidemment, très vite, ça suscite des convoitises, il y a des gens qui viennent s'en mêler, et plus ces cercles sont nombreux, et moins ils sont harmonieux généralement. Vous connaissez le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Cette petite compagnie de lettrés, réunis pour ce que l'on nomme très vite les après-dîners de Conrart, nous dit Hélène Carrère d'Ancos, écoute les poèmes composés par ses membres, débat de la langue, commente des ouvrages. Enchantés de ces rencontres, les membres du Cénacle se sont engagés par serment à en préserver le secret. Hélas, vous vous doutez bien de ce qui va arriver. Hélas, certains vont rompre ce secret, certains vont vendre la mèche. Et c'est Maleville, en l'occurrence, qui rompt le silence et qui, le premier, va parler de ces réunions du lundi à son ami Nicolas Farret. Farret demande tout de suite à se joindre au cercle. Vous savez, c'est comme ça que ça se passe, forcément. Alors il est reçu. Simplement, les gens sont un peu surpris de le voir arriver et on ne songe pas à lui parler de cette consigne de confidentialité. Ce qui fait qu'il n'a rien de plus pressé que d'en parler à son tour à Boisrobert et surtout à Desmarets de Saint-Sorlin. Desmarets de Saint-Sorlin, c'est très important parce qu'il est un des secrétaires, un des proches du cardinal de Richelieu, l'homme puissant de l'époque, et évidemment, à partir du moment où Saint-Sorlin est au courant, Richelieu ne tardera plus à être dans la confidence, ce qui va arriver au début de 1634. Alors là, naturellement, dès que Richelieu est informé, les choses prennent une autre tournure. Voilà ce que dit Jean-Denis Bredin dans la préface à Paroles d'immortels de François Léotard et Patrick Wageman. Je le cite. L'Académie française est née d'une indiscrétion. Le cardinal de Richelieu s'entretenait avec l'abbé de Boisrobert, aumônier du roi, auteur dramatique, plaisant abbé qui distrayait fort le cardinal. Voici que Boisrobert lui parle de ce cercle de beaux esprits qui se retrouve chez Valentin Conrart, dont le discret Claude de Maleville lui avait déjà raconté quelques réunions. À partir de là, Richelieu fronce les sourcils, il se dit mais il y a peut-être quelque chose à faire de ce cercle, de ce cénacle, quelque chose d'un peu plus officiel, quelque chose d'un peu plus rayonnant. Vous me voyez venir, nous ne sommes plus très loin de la création de l'Académie française. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, à la vie de cet homme de lettres qui est à l'origine, sans le vouloir, de l'Académie française, Valentin Conrart. Valentin Conrart réunissait discrètement chez lui, le lundi après-midi, un certain nombre de beaux esprits, des personnes dont on peut dire qu'elles étaient éprises de beau langage. Et voilà que, par une indiscrétion, par Boisrobert qui a parlé un peu trop, et Maleville avant lui,
le cardinal de Richelieu en personne est prévenu de ce qui se passe le lundi après-midi chez Conrart. Ça l'intéresse beaucoup. Vous savez, Richelieu est un passionné d'écriture. Il a d'ailleurs publié un certain nombre d'ouvrages, notamment 2 ouvrages religieux à l'époque où il était évêque de Luçon. Et surtout, il a réuni autour de lui un petit club de dramaturges auquel il fournit des trames de pièces et qui écrivent pour lui, qui versifient pour lui. Bref, Richelieu a un goût particulier pour cette question. Et puis surtout, vous vous rappelez l'obsession de Richelieu, transitif direct, se rappeler, n'est-ce pas? C'est le jour ou jamais de ne pas faire ce genre de faute. Vous vous rappelez à quel point Richelieu a une espèce d'obsession de l'État. Un État qui doit devenir chaque jour plus fort. Il n'est pas question pour lui d'accepter des sociétés plus ou moins secrètes. Si une société existe et qu'elle a quelques mérites et quelques raisons d'exister, alors il faut qu'elle devienne une société officielle. Il va donc falloir pour lui officialiser l'existence des après-dîners de M. Conrart. Ça lui permettra également de conserver sur les réunions en question un droit de regard et de savoir ce qui s'y dit. Car lorsque plusieurs beaux esprits se réunissent et se réunissent de manière régulière, on peut toujours redouter qu'ils ne deviennent un foyer d'opposition. Vous voyez, toutes les motivations de Richelieu, bien entendu. Et puis, au-delà de ces motivations un peu politiques et un peu personnelles, il y a une grande motivation. Richelieu est parfaitement conscient, plus que d'autres sans doute, de ce qui est en train d'advenir, c'est-à-dire une nouvelle langue, à la hauteur, pense-t-on à l'époque, de ce qu'avait pu être dans l'Antiquité le grec puis le latin, c'est-à-dire une grande langue noble, qui aurait vocation, à mesure que les conquêtes se développent à travers l'Europe entière, qui aurait vocation à devenir la langue principale de l'Europe entière, à devenir en quelque sorte une référence. Sauf que pour que le français, du statut de langue vernaculaire, de langue vulgaire, qui était le sien jusqu'alors, acquiert le statut de langue noble et soit quasiment l'équivalent du latin, il faut que les règles qu'on y applique soient parfaitement intangibles. D'abord, ces règles, il faut les créer, ensuite il faut les faire respecter. Et il est probable que dans l'idée de constituer une institution officielle de beaux esprits épris de langage, il y ait chez Richelieu cette volonté de donner à la France les moyens de régner intellectuellement sur l'Europe. C'est en tout cas ce qui va se faire avec la transformation du petit cercle discret de M. Conrart en une véritable académie. C'est pas la première académie, hein. Il y avait notamment l'académie italienne de la Crusca de Florence, qui d'ailleurs avait publié déjà un dictionnaire. Donc on était dans cet esprit-là. Il y a quelque chose de très platonicien à Florence qui allait très bien avec l'idée de l'académie platonicienne. Eh bien, c'est un peu ce modèle-là que va reprendre Richelieu. Il y avait déjà d'ailleurs eu une première académie du temps de Charles IX autour d'un certain nombre de membres de la Pléiade, et cette académie-là n'avait duré qu'une quinzaine d'années. Cette fois, Richelieu va lui donner la force de la loi, il va lui donner le caractère le plus officiel qu'on puisse imaginer. « Offrez à ces messieurs ma protection pour leur compagnie, dit-il à Boisrobert, que je ferai établir par lettre patente, et à chacun d'eux en particulier mon affection que je leur témoignerai en toute rencontre. » C'est-à-dire, rencontre à l'époque, ça voulait dire circonstance. Il y a chez Richelieu, évidemment, la volonté d'être le parrain, d'être le patron, d'être le protecteur de cette académie, dont le protecteur officiel du reste sera le roi de France en personne. Et voilà M. Conrart dépossédé de son petit cénacle. Alors vous allez me dire, ça tombe bien puisque c'est justement l'époque où il avait décidé de se marier et qu'il lui était très difficile de continuer à recevoir ce qu'on va bientôt appeler, non pas des académiciens, car le terme n'existait pas, mais des académistes, disait-on à l'époque, ce qui ne lui permettait plus de recevoir les académistes chez lui. Eh bien, désormais, l'État va s'en charger. On va créer des statuts très particuliers de l'Académie. Chaque jour d'assemblée ordinaire, un des académiciens, nous dit l'article 27 des statuts de 1635, selon l'ordre du tableau, fera un discours en prose dont le récit par cœur ou la lecture à son choix donnera un quart d'heure ou une demi-heure au plus sur tel sujet qu'il voudra prendre et ne commencera qu'à 3 heures.
Vous savez que l'un des premiers grands sujets sur lesquels aura à se prononcer l'Académie, c'est la pièce de Corneille, le Cid. Il va y avoir toute la querelle du Cid, vous savez, et les sentiments de l'Académie sur la pièce du Cid. Oh, évidemment, les académiciens s'en sortiront, louvoiront, si je puis dire, mais néanmoins, on voit bien que d'emblée, cette nouvelle institution s'établit d'une certaine manière comme une police de la langue. Bonjour Bernard Fripia. Bonjour. Avec vous, nous allons revenir sur les origines de la langue et plus généralement sur un certain nombre d'incongruités orthographiques. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Serge Gainsbourg sur Europe 1 avec un extrait de son titre En relisant ta lettre. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de l'histoire de l'orthographe des Gaulois à nos jours, avec votre invité Bernard Fripia, historien passionné par la langue française et auteur de l'ouvrage Au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe chez la librairie Vubert. Ah oui, et c'est un livre réjouissant. Le bandeau annonce, d'ailleurs le bandeau a la forme d'une page de cahier quadrillé, vous savez, un peu comme on avait à l'école, une histoire amusante de l'orthographe des Gaulois à nos jours. Et c'est vrai que grâce à vous, Bernard Fripia, on comprend mieux un certain nombre de ces règles qui, sinon, évidemment, paraissent un peu irritantes, il faut bien le dire. Alors, on va revenir sur la formation de la langue, sur ses origines et sur les spécificités du français. Mais avant cela, un mot de cette Académie française issue tout droit des après-dîners du lundi de monsieur Valentin Conrart. Et oui, et puis un petit peu de la méfiance peut-être de Richelieu. Ben oui. Il paraît qu'il aurait dit on va prendre 40 académiciens parce qu'un secret peut pas être gardé par 40 personnes. Donc, à quoi ça tient? Et c'est vrai qu'on est un des seuls pays au monde à avoir ce système-là. Et en créant cette académie, même si au début l'orthographe de l'académie est une proposition, Voltaire se fera un plaisir de ne pas la respecter. Ça n'a pas valeur de loi, oui. Ah non, ce n'est qu'en 1835 que ça devient obligatoire. Mais évidemment, il y a quand même un pouvoir officiel d'État qui détermine la langue. Et alors à ce moment-là, le chemin est pris vers l'orthographe que nous connaissons. Et c'était une œuvre de salubrité publique à l'époque, car ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que jusqu'alors, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, l'orthographe n'est pas vraiment fixée. Elle appartient aux éditeurs, elle appartient aux auteurs, elle appartient à ceux qui font profession d'écrire. Oui. Et ça va durer jusqu'en 1835, mine de rien. Même si l'Académie, disons qu'il y a une instance officielle. C'est-à-dire qu'il y a, et alors on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais par exemple, l'Académie donne des avis et des conseils. Voilà, et puis j'aimerais bien qu'on les respecte, mais ils sont pas obligatoirement respectés. Et par exemple, l'exemple typique, c'est Voltaire, qui n'accepte pas le OIS systématiquement, même si on dit « ils écrivaient anglois et prononçaient anglais. Et alors Voltaire disait, non, quand on entend « on devrait mettre « AI ». Finalement, on lui donnera raison. Et Voltaire publie des bouquins en mettant selon l'orthographe de Voltaire. Et il y a des auteurs qui sont d'accord avec lui, ils disent selon l'orthographe de Voltaire. Un siècle plus tard, il y a personne qui dira selon l'orthographe de Victor Hugo, et Amélie Nothomb n'oserait pas dire selon l'orthographe d'Amélie. Évidemment. Et il faut souligner que Voltaire était un membre éminent de l'Académie française. Un membre éminent, pas très assidu, paraît-il, mais enfin qui est prestigieux, quoi. Alors, évidemment, cette langue française se débat constamment entre deux grandes tendances, et vous venez de nous le dire d'une certaine manière. D'un côté, il y a l'histoire de la langue, il y a ce qu'on appelle l'étymologie, c'est l'archéologie du langage en quelque sorte, qui justifie un certain nombre de graphies, un certain nombre de types d'écriture. Et puis, d'un autre côté, il y a la logique, il y a la facilité, il y a l'aisance même du langage qui plaiderait pour certaines simplifications. Et constamment, en fonction des périodes et de ceux qui s'expriment, on va avoir une espèce d'aller-retour, de balancement entre ces deux tendances. Oui, et qui cohabitent. Et d'ailleurs, les enfants qui disent on devrait écrire comme on parle, ils peuvent te faire témoigner Ronsard. Ronsard et ses copains de la Pléiade, à l'exception de Du Bellay, mais qui a reconnu lui-même qu'il n'avait pas osé, parce qu'il serait fait avoir. Il serait fait critiquer. Ronsard, pendant 15 ans, de 1550 à 1565, va adopter l'écriture phonétique que Maigret avait voulu, et il écrivait j'entends N-T-A-N, etc., etc.
puis il va changer d'avis en 1565 sous l'influence de son secrétaire. Et alors vous avez d'un côté ceux Alors qui ça sont... c'est Ronsard, de l'autre côté il y a Estienne en fait, c'est ça? Et alors, il y a Robert Estienne, il y a même Montaigne qui dit à ses imprimeurs respectez l'écriture ancienne. Et il y a Robert Estienne qui, lui, va faire triompher l'écriture étymologique, qui part du principe que l'écriture doit respecter le latin. C'est-à-dire, il faut donner la filiation latine à l'écriture. C'est pour ça que doit prend GT, parce que ça vient de digitus. Et voilà. Alors que les troubadours, au XIIe siècle, le doigt, c'était DOI. Et c'est les juristes de Saint-Louis qui, en hommage au latin, vont rajouter ces lettres ampes à la fin. On met un P à loup, un D à ni. On a l'impression qu'il y a une forme de redondance un peu et de volonté de comment pourrait-on dire en tout cas chez ces juristes, chez ces grands auteurs juridiques du Moyen Âge, on a l'impression qu'on rajoute des lettres pour mieux en imposer. Ben oui, on les accuse de snobisme. Snobisme, un des voilà. grands linguistes, c'est Beaulieu, le dit carrément. Moi, j'ai tendance à les défendre parce qu'ils avaient des raisons, les juristes. Bon. Un loup, ils mettent un P parce que ça vient de lupus, par exemple. Absolument, etc. et ni douce. Et ils en mettaient un nu. Nudus, qui lui a disparu, on a le nudisme, mais ils mettaient ça... Oui, mais... autrefois tout nu, ça s'écrivait avec un NUD. D. Oui, voilà. Avec un D, puis le D est parti. Alors pourquoi celui-là est parti par l'autre, ça on ne sait pas. Mais je veux dire, moi j'ai tendance à les défendre parce que à la cour sous Saint-Louis, j'étais pas à la cour, c'était dans le Parlement, mais ils écrivaient en latin tout le temps. Bien sûr. Et de temps en temps, ils écrivaient en français. langue vulgaire, Donc comme on peut disait. les comprendre, demander à quelqu'un qui passe tout le temps du français à l'anglais, s'il n'en a pas marre de voir le D de adresse doublé. Évidemment. Et donc ils avaient envie d'unifier. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'ils écrivaient un peu de plus en plus dans toute la France, au fur et à mesure où le pouvoir royal s'étendait. Et les gens en province, etc., parlaient pas obligatoirement français. Ils se débrouillaient, mais ils étaient plus à l'aise en latin. Donc d'écrire doigt avec GT, le type en face comprenait plus facilement le sens du mot. Et en plus, ça permettait de mettre des lettres ampes. La lettre ampe, c'est la lettre qui monte ou qui descend, comme le T, le D, ou qui descend comme le P, le Q, le Qui Y. permet à l'œil de se repérer, en fait. Et de voir dans des manuscrits où on ne séparait pas les mots à cause des pâtés. Exactement. Parce qu'ils écrivaient avec de l'orgue, ils écrivaient avec le pâté, mais essayez, vous. C'est marrant, parce qu'on dit dans les trucs, vous avez une plume d'oie, ben allez-y, vous prenez une plume d'oie, vous essayez d'écrire sans faire de pâté. Et le pâté, il venait quand on soulevait la plume. Donc du coup, ils avaient Donc on la tendance... soulevait le moins possible. Ah bah oui, c'est pour ça qu'ils mettaient pas de point sur les i. Ils évitaient les accents au maximum et ils ne coupaient pas les mots. Et du coup, les lettres ampes au début à la fin, ça permettait de les distinguer dans les écritures. Tout à l'heure, au tout début de l'émission, Céline a posé une question. Pourquoi y a-t-il un H au début du mot 8, par exemple? C'est parce que autrefois, entre le U et le V, vous l'expliquez très bien, il n'y avait pas de distinction. Oui, c'est-à-dire que le son U n'existe pas en latin, c'est les Germains, c'est de nos copains les Francs qui nous ont amené ça. Latin, oui. Ils disaient ludus, hein. Et alors pendant très très longtemps, mais jusqu'en 1740, grâce à l'abbé d'Olivet que vous avez cité, oui, on va les distinguer, mais avant on ne les distingue pas. C'est-à-dire que nouvelle s'écrivait N-O-U-U-E-2-L-E. Et ils avaient tendance, mais ça dépendait, de mettre V en tête de mot et U au milieu. Donc quand par exemple un moine écrit VU, ça peut vouloir dire vu ou UV. Mais alors évidemment le problème, c'est comment indiquer au lecteur que c'est le son U et pas le son V. Par exemple, s'il écrivait VIT, ça pouvait dire il vit ou huit. Très pratique à dire pour un Belge, hein. VITRE, vitre ou huître, VILE, ville ou huile. Et alors, du coup, pour faire cette distinction-là, pour indiquer au lecteur que c'était lui, on mettait un H devant. Et c'est pour ça qu'on a un H à huître, huître et huile, alors qu'ils n'ont aucune raison étymologique, parce que c'est octo en latin. Hein, Un peu le principe de l'esprit rude en grec, finalement. Exactement. C'est la même. Exactement. C'est ce H pour dire cocos, ça se dit, c'est pas V, c'est U. Et comme ça, il distinguait rapidement. Et donc, on a gardé, nous. Et nous, on l'a alors gardé. qu'on Alors, il y en parle a de qu'on a octo, supprimé, hein. Le 1, le G de 1, hein, parce qu'ils confondaient avec le 7 romain. Ça, c'est assez marrant, parce que si vous faites un V et que vous mettez 2 N à la main, ou 7 et 2 barres, ça se ressemble. Alors, pour pas que ça se ressemble, pour indiquer On au a lecteur, ajouté un G. on mettait un G et on l'a enlevé, le G. Le G, on l'a perdu en Alors, route. pourquoi on a enlevé le G et pas le H de 8, ça, suspense. On se rend compte tout de même qu'il est quasiment impossible de parler du français sans très vite en revenir au latin. Ah ouais. D'ailleurs, vous nous le dites. Au début, il y eut Jules César, dites-vous, eh bien nous en revenons nous aussi aux Romains et aux Latins dans un instant. Franck Ferrand,
14h, 15h, Repéré sur Europe 1 avec un extrait de la réforme de l'orthographe, puisque c'est l'histoire de l'orthographe qui nous intéresse cet après-midi au cœur de l'histoire. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Bernard Fripia, qui est historien passionné par la langue française, auteur de l'ouvrage « Commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe » chez la librairie Vubert. Et cela fait réagir nos auditeurs, Franck. Oui, je suis ravi de voir que cette journée de la langue française dans les médias est particulièrement suivie par nos confrères. D'abord, vous avez vu que tout le monde s'y est mis aujourd'hui, et visiblement, le public est très heureux, tout le monde se sent concerné par la langue. Ça fait chaud au cœur de voir que c'est une langue pour le moins vivante et qui passionne beaucoup les Français, et au-delà des Français, les Belges. Vous en êtes l'explication, vous en êtes l'illustration, Bernard Fripia, et un grand nombre de locuteurs à travers le monde entier, puisque nous sommes presque 100 millions à parler le français il paraît, dans le monde. Alors, nos auditeurs posent beaucoup de questions, je ne pourrais pas toutes les reprendre. Entre parenthèses, Stéphanie nous dit via Twitter qu'elle est en train de dépouiller des archives médiévales et qu'elle peut absolument confirmer que l'orthographe était très loin d'être fixée à l'époque. Absolument, ça variait d'un même mot. Alors, Patrick différent. nous dit pourquoi dit-on présidentiel TI et superficiel CI, des transports aéroportaux et des transports aéronavals, etc. Avouez tout de même qu'il faudrait faire le ménage, dit-il. Et vous êtes contre le ménage, Bernard Fripia? Moi, j'aurais tendance à être contre la simplification, tout simplement parce que l'ordinateur le voit. Mais oui. Et c'est quand même un peu gac. C'est-à-dire que pendant des années, on a dû étudier par cœur que la dernière lettre de verglas c'était S et l'avant-dernière lettre de verglas c'est CC. Et alors, dès qu'on faisait une faute, il fallait retaper la lettre avec les vieilles machines. Maintenant qu'on a un outil informatique qui nous corrige, on va le simplifier. C'est presque ça. Il faut peut-être expliquer en deux mots pourquoi présidentiel avec un T et superficiel avec un C. C'est tout simple, mais il faut le dire. Oui, c'est tout simplement d'origine latine. C'est presidentia. Donc il y avait un T en latin, alors du coup on a gardé le T qu'on ne prononce pas, tandis que quand il y avait un C, on gardait le C. Mais c'est vrai qu'on pourrait simplifier, mais à quoi bon, puisque l'ordinateur le voit, Et alors le HAL, le fameux naval, etc., est beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. En fait, c'est ça? Mais oui et non, c'est-à-dire qu'en fait le ALS a évolué vers le O. Oui. C'est ainsi que des chevals, ça donnait des chevaux. On l'a échappé belle, parce qu'à un moment donné, des rossignols, ça donnait des rossignoux, et des chevelles, ça donnait des cheveux. Alors pour rossignol, c'est le masculin, c'est le singulier, pardon, qui a copié, influencé le pluriel. Et pour le cheveu, c'est dans l'autre sens. Oui. C'est le pluriel qui a gagné. L'hésitation a duré très longtemps. Madame de Sévigné disait des combats navaux, et La Fontaine, dans un poème, une fable, les Rémoises, parlait de porto, et c'était des portails. Et pour combat naval, au 19e siècle, on savait pas, et c'est au 20e siècle que les sentiers navals ont décidé qu'on dirait définitivement naval. On se rend bien compte que c'est au 19e siècle, et non pas au 17e, qu'est fixée vraiment la langue. Oui. Vous parliez de 1835 tout à l'heure, c'est-à-dire le règne de Louis-Philippe. Comment se fait-il que sous Louis-Philippe, on se mette à considérer l'erreur comme une faute, en quelque sorte? Alors, pas que Louis-Philippe n'y est pour rien, mais c'est la Révolution française qui a déterminé, parce que quand ils ont envoyé des gens développer des idées de la Révolution, ils ont constaté que les curés parlant en patois pouvaient se défendre beaucoup mieux. Et on a voulu unifier la langue française. C'est toute la dimension politique de la langue. Il faut jamais oublier que la construction de la langue va en même temps que la construction de l'État, et qu'il s'agit de faire une langue unifiée pour tout le pays, bien entendu. Et ça, c'est la volonté de la Révolution française. Et alors, à la limite, s'il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord, des révolutionnaires extrémistes jusqu'aux partisans des Bourbons, ils sont d'accord sur une chose, il faut que tout le monde parle français, et on est contre les patois. Et c'est au 19e siècle que le gars se fait punir quand il parle patois à la cour de récréation. Et alors, on décide de faire un concours pour entrer dans l'administration, et où il y a une épreuve d'orthographe. Donc du coup, il faut connaître l'orthographe. À ce moment-là, on l'étudie, on prépare au concours. Les imprimeurs sont obligés d'obéir, et on décide d'obéir à l'Académie française, ça tombe bien, elle est là. Et c'est le dictionnaire de 1835 qui fixe les choses. Alors tiens, j'ai une colle pour vous. Elle nous vient de Denis par le site internet, et il nous dit, puisque le terme heure est féminin, pourquoi dit-on quelle heure est-il et non pas quelle heure est-elle? Parce que c'est un il impersonnel, en fait. C'est pas il ne représente pas l'heure. C'est comme on dit, il fait beau, il fait chaud, il y a le soleil et la mer. Et il est impersonnel. Il est telle heure, quelle heure est-il? Voilà. Il est l'heure d'y aller, quoi. Il y a une règle qui est beaucoup plus discutable aux yeux d'un certain nombre, c'est cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Ça, c'est la base même de la langue française. Mais oui. Alors là, on a une web-série orthographe.com où il y a une des comédiennes qui propose à l'Académie que pour les 300 prochaines années, ça soit le
féminin qui l'emporte sur le masculin. Je crois qu'il y a un petit peu de machisme, hein, mais c'est pas la langue qui est machiste, c'était la société qui l'était. La langue a suivi. Oui. Mais c'est vrai que on pourrait discuter. Je disais que la langue était un reflet de la société, bien entendu. Quelque part, oui. Donc à la limite, maintenant, on peut faire dominer le féminin. Mais je dis, ça simplifiera pas. Hein. Faudra automatiquement réadapter les règles. Je dirais même que ça pourrait complexifier considérablement certaines des règles. Un petit peu. Quoique la langue a été un peu machiste, même un peu beaucoup, à cause du latin. Parce que comme il fallait connaître l'écriture étymologique, donc il fallait connaître le latin. Les dames en général n'étudiaient pas le latin. Par exemple, Madame de Maintenon qui a fondé Saint-Cyr, donc une école pour jeunes filles, on n'étudiait pas le latin. Pourquoi ? Parce que le but du latin, c'est d'abord d'être curé, d'être prêtre, d'être évêque. Juriste, oui, voilà, oui. Oui, mais c'était surtout, c'est les jésuites qui ont fait la contre-réforme. Pourquoi est-ce qu'on apprendrait les femmes ne vont pas devenir curées ? Donc, elles faisaient très peu de latin. Et donc, elles avaient tendance à ne pas utiliser quand on écrivait comme on voulait. Oui, toutes ces lettres un peu abandonnées dans la langue. Et c'est notamment l'orthographe des précieuses qu'on a critiqué, mais si on regarde bien, elles ont eu souvent raison. Mais ce qui est intéressant, c'est que de même que dans les espèces vivantes qui évoluent, on retrouve les vestiges de l'ancien squelette. Je pense par exemple à un dauphin, il a toujours les 5 doigts, par exemple, de son ancienne patte, etc. De même, dans la langue, il y a comme ça des lettres qui témoignent de son origine en grande partie latine. Alors là, on y est à Jules César. Oui, et puis il y a des vestiges. Il y a des vestiges. C'est-à-dire, quand on simplifie un mot, on garde toujours un vestige, c'est le petit côté Pompéi de la langue. Et un des exemples gags, c'est le i de oignon. Extraordinaire. Pourquoi oignon ? On dit oignon. Eh ben, parce que les Romains avaient un gène qui prononçait comme on prononce diagnostic, signum. Et avec l'évolution de la langue, c'est devenu ni. Signum a donné signeux. Mais on a aussi un gne. Et au XVIe siècle, ils avaient certains une idée pour indiquer au lecteur qu'il fallait le dire ni et non pas gne, ils mettaient un i devant le g. C'est ainsi que Montaigne s'appelait montagne. On disait montagne et le i servait à montrer qu'il fallait dire gne. Ah ouais, si on avait demandé à l'auteur comment tu t'appelles mon grand, moi je m'appelle Montagne, hein, et il écrivait Montagne. Et d'ailleurs certains universitaires le font encore, un texte de Montagne, et c'est de là que venait ce i. J'aime bien quand vous faites l'universitaire. et donc il y avait ce i. Et alors on l'a enlevé et on a gardé un vestige, c'est l'oignon. Alors évidemment, le latin est très prégnant, mais il y a aussi l'apport d'autres langues, et notamment celle des barbares envahisseurs, des langues germaniques qui sont venues modifier le français. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y avait d'anciennes racines gauloises avant l'arrivée des Romains. Tout ça fait quand même un certain bouillon de culture, si je puis dire. Un mishmash extraordinaire. Les Germains ont influencé par le vocabulaire, ils ont surtout influencé par la prononciation, parce qu'il y avait des sons qui prononçaient qui n'existaient pas en latin, et à la place d'inventer une lettre, on a chaque fois fait du bricolage. Alors vous avez le CH, le che, qui n'existait pas. Alors justement, vous dites un mishmash, vous. Mishmash, on dit tout en Belgique, on dit mishmash. On dit tout. Et puis vous avez le E, hein, le fameux E qui nous embête tellement. Dès qu'il y a un pataquès quelque part, il y a toujours un E qui traîne. En français, c'est vrai. Ils viennent, on met 2 N, je gèle, on met un accent grave. Appeler, c'est toujours le folklore. C'est toujours c'est le E est germanique. Il n'existe pas en latin, en italien, en espagnol, en portugais. Et c'est un apport. On aurait dû inventer des lettres. C'est la langue la plus présente. Il suffit de voir la disparition de Georges Perec et essayer d'écrire ne serait-ce qu'une phrase sans mettre la lettre E, c'est compliqué. Il a réussi à le faire. Hein. Mais du coup, c'est ce truc-là, quoi. Et c'est ces sons. Alors, on aurait dû inventer des lettres, mais non, ça n'aurait jamais venu à l'idée. À aucun grammairien. On avait les lettres latines, on va se débrouiller avec. Et ils se sont débrouillés. On a l'impression à vous lire, alors encore une fois, c'est très, on a compris, je pense que nos auditeurs auront vu à quel point vous êtes habité par le sujet, et c'est très réjouissant de vous lire. Il faut dire que vous donnez vous-même des cours, hein, et vous jouez au théâtre aussi d'ailleurs. Ouais, je joue au théâtre, du pied sur l'orthographe, tant qu'à faire. Au secours, on simplifie l'orthographe, c'est tous les samedis à 20h dans le quartier de la République au Lorette Théâtre. Voilà, c'est un grammairien amoureux de la langue qui subit le chantage d'une secrétaire, et à la place de lui réclamer de l'argent, elle l'oblige à simplifier l'orthographe sous la contrainte, et il résiste. Mais lorsqu'on lit votre ouvrage, qui s'appelle donc « Au commencement était le verbe, point de suspension, ensuite vint l'orthographe », c'est donc à la librairie Vuibert, quand on lit ce livre, on a l'impression que ça ne changera pas finalement, que l'habitude est prise d'une certaine manière. On a pris le pli. Mais on ne simplifiera jamais l'orthographe. Mais tout simplement... Les Espagnols l'ont fait, par exemple. Hein. Oui, mais l'avantage qu'avaient les Espagnols, c'est qu'il y avait... L'espagnol dépend de l'Espagne, le français dépend pas de la France. Il y a toute la francophonie qui peut résister. Et en plus, on est habitué. Regardez forêt.
Bon, maintenant on met un chapeau. Avant ils mettaient EST. Oui. Bon, et c'est les imprimeurs qu'on militait en faveur du chapeau. Alors on dit ils ont mis longtemps avant de mettre un chapeau. Oui, mais les imprimeurs, voulaient mettre chapeauté. Or, si je vous écris il est chapeauté, ça fait mal aux yeux. Eh ben oui, on est habitué. Maintenant, ça nous choquerait. Merci beaucoup Bernard Fripia. Au commencement était le verbe, ensuite vint l'orthographe. C'est aux éditions Vuibert. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Hubert et Mélissa sur l'origine du solfège. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Mélissa et Hubert qui nous l'ont envoyé via la page Facebook et qui aimeraient connaître tous deux les origines du solfège. Alors le solfège, c'est intéressant parce que nous parlions d'orthographe, on est encore dans la codification, en l'occurrence de l'écriture musicale, bien entendu, les notes, l'orchestration, le rythme, tout ça est codifié et lorsque vous connaissez le solfège, avec une simple feuille de papier imprimée ou même manuscrite, vous êtes capable d'entendre de la musique. Ça m'a toujours fait rêver, moi. Alors, c'est qu'il y a deux systèmes pour la notation, l'un avec des lettres, c'est le système en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, et puis qui est très vieux, un système qui remonte même à l'Antiquité en vérité. Et puis les notes telles que nous les appelons depuis 1028, ça c'est un moine italien qui s'appelait Guido d'Arezzo et qui dans un hymne à Saint Jean-Baptiste a repéré les premières lettres ut quant laxis resonare fibris mira gestorum, etc., etc. C'est l'origine de do, ré, mi, fa, sol, etc. Je dis do, en fait ça commençait par ut comme vous pouvez le voir, mais là ça nous entraînerait peut-être un petit peu loin. Bonjour Marion Ruggieri. Bonjour Franck Ferrand, si je vous dis wesh gros ça va, vous me comprenez? Aujourd'hui je ne veux pas vous comprendre. Eh ben, est-ce que vous parlez jeune? C'est la question qu'on va se poser à l'occasion de la semaine de la langue française avec un spécialiste, auteur d'un dictionnaire français ado très très rigolo, et puis la grande linguiste Henriette Walter qui sera avec nous également, ainsi que Marie-Hélène Driveau, directrice éditoriale du Robert. Eh bien voilà, on est toujours dans la langue, c'est formidable cette journée, j'aimerais que ça dure toujours. Merci Marion, nous nous retrouvons demain Céline. À demain Franck. 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 Céline. À demain Franck.